Moi, j'ai plusieurs questions au regard de ce que vous avez évoqué, esquissé dans votre introduction. Euh, la première, c'est sur la question de l'attribution des sillons au train de fret. Vous avez évoqué le fait qu'avant, il circulait majoritairement la nuit, ce qui était possible malgré des travaux, et que depuis quelques années, on observe à la fois par une arrivée d'autres entreprises ferroviaires pour faire des travaux, la fermeture de certains axes, ce qui ne permet plus de faire circuler les trains. Euh, j'ai eu une expérience de cheminot, puisque avant d'être député, je travaillais à la SNCF, et j'ai vécu cette situation où, effectivement, on prenait des sous-traitants dans le cadre des opérations de travaux, et pour minimiser les risques ferroviaires, parce que les gens n'étaient pas formés comme les cheminots, on fermait l'intégralité de la voie pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident. Est-ce qu'une des solutions, et c'est une des préconisations des organisations syndicales, c'est de revenir à des travaux 100% internalisés avec des cheminots qui sont formés au risque ferroviaire pour faire circuler les trains malgré les opérations de travaux. On savait faire par le passé, certes à vitesse réduite, certes avec des contraintes horaires, mais on savait faire circuler des trains sur des voies où il y avait des travaux, sur des voies contiguës, avec des installations qui permettaient la circulation des trains. Ça, c'est ma première question. La deuxième, elle va reprendre ce qu'a dit Monsieur le Président sur la question de Géodis. Parce qu'hier, nous avons interrogé Guillaume Pépi sur cette question, puisqu'il était à l'offensive sur l'OPA de Géodis, et il a lui-même reconnu cette phrase. Il a dit « Le rêve de la complémentarité de nos modes de transport a été un échec suite à l'OPA de Géodis ». Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie à avoir dans une entreprise publique une filiale comme Géodis qui fait du transport de marchandises sur la route, qui est aujourd'hui le premier opérateur européen et qui concurrence des trains de fret SNCF, puisque on l'a vécu et on a des exemples nombreux où des entreprises sollicitent fret SNCF pour faire du transport de marchandises et au final fret SNCF, dans le pire des cas, répond que ce n'est pas possible ou ne répond pas, et finalement c'est Géodis qui prend le marché, donc ce qui est quand même un sujet. Et troisième question sur la procédure de discontinuité. Vous avez évoqué la procédure qui est ouverte sur la compagnie allemande, sur la DB. Vous avez évoqué la faiblesse des critères environnementaux qui sont publiés aujourd'hui en ligne et qu'on peut consulter. Il n'y a pas aujourd'hui un risque, justement, avec la procédure de discontinuité, d'avoir un report modal inversé. On a déjà des alertes sur certains des 23 flux qui doivent être transférés au privé, qui ne repartiront pour le moment pas sur les rails. Donc est-ce que la France ne peut pas mettre en avant plus de critères environnementaux dans sa défense pour dire aujourd'hui, vous nous demandez de faire plus de transport de marchandises sur le rail, et c'est un des objectifs de l'Union européenne d'avoir une politique de transition écologique offensive, et on le partage, mais en même temps, le fait de transférer 23 flux qui sont en plus les plus rentables vers des opérateurs dont on ne sait pas s'ils auront les moyens de les reprendre, avec le risque de les voir partir sur la route, est-ce qu'il n'y a pas un danger que cette procédure elle conduise à un report modal inversé qui serait une catastrophe écologique sans précédent? Merci, monsieur le député Porte. Sur les sillons, moi j'ai des souvenirs d'enfants. Mon père travaillait à la SNCF, d'être allé voir des chantiers de renouvellement qui étaient en plein jour. Si le chantier était voie 1, la voie 2 circulait et vice-versa. Enfin, en tout cas, bon. Le problème, c'est que le vieillissement du réseau s'est accentué et que la somme des travaux ferroviaires à faire aujourd'hui, naturellement, beaucoup plus importante qu'elle ne le fut. Et quand vous faites de la voie unique, moi j'ai mon département, beaucoup de voies uniques dans l'étoile de Sainte, ouverte au trafic TER. Quand vous faites de la voie unique, c'est assez pratique de fermer pour faire plus vite un chantier. Enfin, vous allez me dire, sur les voies uniques, en général, il y a des TER, il n'y a pas beaucoup de fret, mais enfin, il peut y avoir des embranchements, des céréales, différents clients. C'est difficile de faire de la rénovation ou de la changement de signalisation, de mettre de la commande centralisée ou sur de la voie unique sans fermer. Et donc aujourd'hui, évidemment, le vieillissement du réseau fait qu'on est passé à des travaux 100% nocturnes avec des conflits de sillons. Alors, est-ce qu'on pourrait internaliser, c'est-à-dire embaucher plus de monde à réseau pour faire ces travaux? C'est un débat qui appartient aux gestionnaires de la SNCF.
Moi, j'ai visité des chantiers récents, hein, faits par Eiffage, Colas, Vinci, Transalp et autres. Ils sont même très encadrés par vos collègues de réseau, hein, on ne met pas la nuit une entreprise sur un... Même si la voie parallèle, la voie bis est fermée aussi, on ne met pas du monde. Et d'ailleurs, ça fait que les cheminots sont très attentifs à la restitution pour que les premiers trains du matin puissent passer. Quand il y a un problème de restitution de fin de chantier, SNCF Réseau est très dur avec les entreprises sous-traitantes qui ont rendu 1 heure plus tard, 1 heure et demie plus tard un chantier parce qu'ils ont eu un pépin sur le chantier. Donc on peut certainement faire mieux. Hein, on peut certainement faire mieux. Je ne suis pas assez spécialiste, et l'ARAFER a certainement des idées en la matière, mais c'est vrai que le volume des travaux ferroviaires, je ne sais pas très bien ce qu'il y a, Monsieur le Président, dans les contrats de plan État-région, voilà, parce qu'on connaît mal le volet ferroviaire futur des contrats de plan État-région. Mais s'il y a encore beaucoup de ferroviaires, ce que je souhaite dans les contrats de plan État-région, il faudra gérer ça avec la plus grande attention. La dichotomie Géodis, oui et non. Moi, je pense qu'un opérateur ferroviaire doit avoir toute une palette d'actions. J'ai été 11 ans administrateur et au puissanceur de CMA-CGM. Qu'est-ce qu'a fait pendant la période où le trafic rapportait beaucoup, hein, conteneurs post-Covid? Qu'est-ce qu'a fait cette compagnie comme d'autres? Elle a acheté une compagnie aérienne, elle a fait un accord sur le fret aérien avec Air France, elle a acheté un grand logisticien, elle a acheté des terminaux aux États-Unis et ailleurs, elle a acheté des entrepôts, elle a acheté des livreurs du dernier kilomètre. Et donc moi je pense qu'un grand opérateur de transport, qu'il soit ferroviaire, aérien ou maritime, ou même fluvial, doit avoir une gamme complète à proposer pour qu'il soit retenu pour le transport principal. Parce que s'il est capable de faire la logistique, la livraison, etc., il a plus de chances d'être retenu que s'il fait une offre brute de wagons isolés ou autre, de trains complets. Donc je pense que c'est un atout d'avoir un... Et les Allemands en ont bien joué avec Schenker. Hein. Les Allemands jusqu'au moment où ça va moins bien, mais c'est lié à l'économie allemande dans son ensemble, Schenker était le véritable atout de la DB dans les prises de marché. La procédure de discontinuité risque sur le rapport modal, elle existe. Hein. Je pense que Clément Beaune ne s'en est pas caché devant vous. Hein. Il l'a dit publiquement. Enfin, moi, je ne connais ses propos qu'à travers ce que la presse veut bien rapporter. Il y a toujours un risque hein, quand vous faites ce genre d'opération. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas jouer les anciens combattants, que je trouve dommage qu'on ne pense pas à remettre en service l'écotaxe. Hein. Car sans une taxation raisonnable et raisonnée du transport routier français et international sur le réseau autoroutier, sur les autoroutes gratuites type A75, sur les routes nationales qui restent, et d'ailleurs on l'avait envisagé à l'époque sur certaines routes départementales qui sont parallèles à des axes nationaux pour éviter un déport de trafic sur des axes départementaux, avec une partie de l'écotaxe versée naturellement au département, on n'y arrivera pas. Parce qu'on va déjà le ministre Clément Beaune envisage de taxer l'aérien. Et quand vous écoutez les gestionnaires d'aéroports en France, publics ou privés, ou les compagnies aériennes françaises, ils estiment à juste titre, et en particulier à cause de notre système de sûreté-sécurité, être le système aérien le plus taxé au monde. Donc on ne peut pas taxer à l'infini l'aérien. Le maritime est un domaine complètement mondialisé. Donc on peut améliorer la décarbonation de bateaux. D'ailleurs, l'OMI a pris enfin des positions très fermes et courageuses en la matière. Donc, la seule manière, c'est de revenir à une écotaxe. Hein. Je rappelle que c'était pas, contrairement à ce qu'ont raconté les démagogues, les portiques, c'était pas... Portique, c'est simplement pour s'assurer que les camions portaient bien le boîtier. C'était pas les portiques
qui faisaient les cotax. Les cotax, c'était un système comme en Allemagne. D'ailleurs, c'est les entreprises françaises qui le font en Allemagne, pour partie. C'est un système d'un petit terminal embarqué sur le camion et compatible avec les autres réseaux européens pour éviter ce qui arrive sur les locomotives polycourants de SNCF ou les autres réseaux, d'embarquer le 25 000 volts, le 1500, le 3000, le 16 000, etc. Donc, c'est à mon avis là où on peut trouver de l'argent et là où on peut peut-être éviter un report modal sur la route. Et puis, ça veut dire aussi qu'il faut croire dans le fluvial. Je pense que le fluvial et le ferroviaire sont des modes de transport lourds parfaitement adaptés au XXIe siècle. Et regardez, on disait, Louis Armand avait dit, si le chemin de fer franchit le XXIe siècle, il sera le modèle d'avenir du XXIe siècle. Alors, partout aujourd'hui dans le monde, on construit des lignes de train. Partout, on développe des réseaux, en Afrique, en Asie. Partout, on fait des lignes à grande vitesse. Le transport voyageur à la SNCF se porte bien en volume et en fret. Donc, on est dans un siècle du ferroviaire, correspond à la mondialisation. Et je suis profondément optimiste sur le fait que le fret doit en être également bénéficiaire et pas seulement le trafic voyageur, TER ou grande ligne.